Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. Je vous propose une vidéo pour approfondir donc les éléments américains actuellement au Moyen-Orient. Et puis après, je ferai ma petite conclusion personnelle et je vais essayer de vous donner un avis tranché. Vous pourrez peut-être même essayer d'en faire du salami à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce que nous avons? Eh ben, on va commencer par là. En fait, on va prendre depuis le début de l'année 2023. Et puis on va avancer petit à petit. Oh, mon micro il tombe, ça va pas. Et puis on va avancer petit à petit. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des A-10. Alors les A-10, c'est des vieux avions. C'est des Thunderbolt. C'est pas très fun, hein, contrairement à son nom Thunderbolt. Eh bien, ça consiste à dégommer tout ce qui est sur la Terre, les tanks, les petites habitations au passage, les petites baraques fortifiées aussi. Et en plus, c'est des versions qu'ils ont envoyées, c'est des versions modifiées où on peut envoyer un maximum de bombes hein, en dessous, hein, vraiment, hein, le maximum du maximum. Et ça, donc, c'était en avril. Bon, ok. Et puis en juin, ça commence à monter en pression. Parce que là, ils envoient les F-22 Raptor. Alors, les F-22 Raptor, c'est pas Jurassic Park. Hein. C'est un avion de chasse aérienne. Donc pour aller choper les autres avions. Mais en version furtive. Donc on le voit pas trop arriver. Ils en ont pas beaucoup. Hein. Ils en ont un peu moins de 200. Donc ils font attention quand même quand ils les envoient. Et en plus, là-bas, il y a beaucoup de sable, ça use beaucoup les moteurs, et justement, des moteurs, ils n'en ont pas beaucoup concernant les moteurs de rechange. Donc, s'ils en envoient là-bas, c'est que vraiment, ils n'avaient pas le choix. Donc ça, c'était en juin. Et puis après, ils ont envoyé en juillet les F-35. Alors ça, c'est la version bombardier furtive. Voilà, c'est la suite logique. Alors, ils ont envoyé ça, soi-disant, et c'est possible que ce soit vrai, hein, je ne conteste pas. La raison invoquée, c'était parce que Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, mais Daesh, les djihadistes, la Russie, l'Iran, tout ce beau monde leur tapait un peu dessus en Syrie. Bon, ils sont pas chez eux en Syrie, nous aussi, hein, faut bien le dire. Hein. C'est un peu éloigné de là où ils devraient être, mais bon. Voilà, et donc du coup, comme pour les djihadistes, eh ben, ils ont envoyé des F-35 et des F-22. Ça fait un peu bizarre. Hein. Pour des mecs qui tirent à la Kalachnikov et à la mitrailleuse, envoyer des trucs furtifs, bon. Mais bon, pourquoi pas. Alors ensuite, on a eu... bon là, c'est encore une autre source. Hein. Je vous montre les sources comme ça. Et puis il y a eu aussi des F-16. Donc ça, c'est aussi en juillet. Avec les F-35, ils ont envoyé des F-16. Toujours pour les mêmes raisons. Et puis, en octobre, ils ont encore envoyé des F-16. Donc ils sont arrivés à peu près 6 escadrons. Bon, un escadron, grosso modo, c'est entre 8 et 24 avions. Et c'est un groupement entre 8 et 24 avions, et plutôt 24 quand il s'agit d'avions de combat, de type chasse aérienne. Donc, comme ils ont déjà envoyé ce qu'il faut pour bombarder, c'est-à-dire les A-10 et les F-35, les F-16 qu'ils envoient, c'est plutôt des escadrons pour faire la chasse aérienne, pour protéger donc les F-35 et puis les A-10. En toute logique. Hein. J'essaye d'être logique. Alors, je ne le suis pas toujours, hein, comme je souffre un peu d'un TDAH, que
Alors, arrivé à mon âge, je commence un peu à le maîtriser. Mais bon, ça me force des fois un peu à dérailler et à passer d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, sans que je m'en rende compte. Ça demande beaucoup d'efforts, hein, pour rester concentré. Donc, on revient sur le sujet, justement. Et donc, ça fait tellement d'avions, tout ça, que franchement, je me dis, ils savent pas où les mettre, hein, ils savent pas où les garer. Hein, aux États-Unis, ils sont obligés de les envoyer là-bas. Et puis ça va. Je dirais que ça va en faire des avions. Voilà. Il n'y aura jamais assez de pistes pour les faire décoller tous en même temps. Hein. Il y aura la queue. Hein. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des gardes-côtes depuis en fait 2022. Bon, déjà un petit peu avant, je pense, mais ça s'est renforcé à partir de 2022. Ils se sont mis à faire comme les Chinois, à envoyer des gardes-côtes un peu partout. Voilà, et du coup, ils en ont envoyé donc dans la zone. Ça s'appelle la Patrol Force Southwest Asia. La PATFARS, voilà, c'est compliqué à prononcer ça. Et voilà, je connaissais pas, j'ai découvert ça par hasard. Bon là, il y a 4 bateaux, mais ils en ont actuellement 6. Et ils patrouillent sur le détroit d'Ormuz en fait. Ça fait 30 ans que je fais ça. Alors c'est intéressant quand même, hein, parce que bon, moi que les gardes-côtes américains soient là-bas, bon, c'est un peu loin quand même des côtes américaines. Hein. Bon, s'ils avaient encore les mêmes taxes que pour l'essence et le pétrole que nous, je comprendrais qu'ils aillent faire le plein là-bas. Hein. Mais bon, quand même, ils payent déjà pas cher là-bas. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un short sur le prix de l'essence en Pologne pour comparer avec la France. Je vous mets le lien en bas. Et il n'y a pas que le prix de la vodka qui est sympa là-bas en Pologne. Oh, le placement produit que j'ai fait. Et j'ai entendu un bip, je sais pas qui c'est qui vient de biper. Et donc voilà. Donc c'est une caméra qui vient de s'arrêter, je sais pas laquelle. Donc ça c'est le décor. C'est un peu comme si j'étais dans une écurie. Et en fait, quand on fait le total de ce qu'ils ont envoyé sur la Terre, ça fait à peu près, on va dire, moi j'ai fait un calcul, ça fait à peu près entre 100 et 120 avions. Grosso modo, voilà. Et si on regarde au point de vue porte-avions ce qu'ils ont mis, ils ont mis 2 porte-avions, l'Eisenhower et le Ford. Et l'Eisenhower, le groupe aéronaval Eisenhower, et bien voilà, ça représente environ 74 aéronefs. Alors il faut voir que le Ford, il est plus grand encore. Mais ils ont pas... ils ont été moins loquaces sur ce qu'ils avaient mis dessus, tandis que sur les Eisenhower, ils ont dit de manière officielle, hein, 4 squadrons de F-16. Donc ça porte à 6 plus 4, ça fait 10 squadrons. Ça fait du monde. Hein. Et donc on arrive à un total pour l'aéronavale, eh bien à peu près de 140 avions. Alors c'est pas tous des avions de combat, hein, parce qu'il y a aussi des avions avec des antennes radar, il y a des avions pour comment dire, transporter du matériel au cas où il y a besoin de pièces de rechange, ou pour le tout venant. Donc ils ont des bimoteurs pour ça, ils en ont un par, au moins un par groupe aéronaval. Donc ça fait du monde, ça fait au total à peu près 300 avions. C'est beaucoup de monde, hein. Puis ça coûte de l'argent de déplacer tout ça. Hein. Ça use le matériel aussi. En plus, le mettre dans des zones avec beaucoup de sable. Alors il y a aussi, pour voir que ça continue à monter en pression, hein, la Grèce a reçu quand même, donc on est en juillet 2022, ils ont reçu des M117 supplémentaires, 90 de plus.
Alors c'est quoi le M117? Bah, ça ressemble à ça. C'est un transporteur de troupes en fait, hein. Tu mets des hommes dedans. C'est un véhicule blindé avec des roues, donc adapté, je dirais, bah, au désert, justement. Mais bon, la Grèce, il n'y a pas trop de désert là-bas encore, hein. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ils en ont reçu 90 de plus pour faire en sorte, ils arrivent à un total en fait, oh, j'aurais pas dû cliquer, ils arrivent donc à 1200 Armored Safety Vehicle. Ça fait beaucoup, hein, et ils ont donné gratuitement, vous voyez, all free of charge. Wow, encore cliquer, décidément arrête, hein. C'est la fatigue, hein. Là il est 2 h du matin, il y a la tempête Carillon qui commence à souffler dehors. Moi je suis un peu je suis un peu fatigué, mais j'avais très envie de faire cette vidéo. Voilà, donc là je ferme. Et voilà, donc ça fait quand même 1200 aussi véhicules blindés. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont fait ça aussi ailleurs? C'est-à-dire balancer comme ça des véhicules blindés, les prépositionnés. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait durant la guerre froide en Allemagne. Ils avaient des centaines de chars, voire même des milliers, mais qui étaient mis dans des entrepôts. Et l'équipage du char était aux États-Unis. Et ils avaient tout un plan pour arriver en moins de 10 heures, envoyer tous leurs hommes, et l'armée fédérale allemande, il fallait qu'elle tienne à elle seule au moins une dizaine d'heures, le temps que les équipages arrivent. Donc c'était quelque chose, hein. Ça ressemble un peu à ça, ce qu'ils ont fait. Alors, moi je trouve que tout ça, là, tous ces avions, pour aller taper sur la bande de Gaza, eh bien, c'est pas du tout adapté, hein, bien entendu, hein. Et encore une fois, le Hamas, il a commis un massacre de fou, de ouf, qui allait nécessairement enclencher une réponse vengeresque des Israéliens. Et les Israéliens, il y a des militaires israéliens qui parlent de vengeance quand même, hein, officiellement, hein. Donc là, certains ont complètement pété les câbles, hein. Un militaire, c'est censé garder son calme et pas chercher à se venger, mais plutôt à faire son travail, et que son... Bon, son travail, ça consiste à tuer des gens, grosso modo, mais bon, c'est quand même dans l'optique que ça dure le moins longtemps possible, et c'est pour arriver à un résultat politique. C'est quand tu n'as plus d'autres options, tu es arrivé au bout du bout, là tu utilises l'armée. Voilà. Et les militaires savent aussi que, ils savent tous, hein, c'est ce qu'on leur apprend, tous les officiers, on leur apprend bien ça, hein. Une guerre, ça doit avoir un but derrière politique, pour un nouvel équilibre, et c'est un but. On ne fait pas la guerre juste pour tirer des balles, faire la fête, ou se défouler. Voilà. Sinon on est un psychopathe, et ça va pas. Surtout quand la guerre se termine, et après, tous les gars qui sont devenus psychopathes, tu les récupères, hein. Ça va pas être cool. De récupérer des gens comme ça. Donc voilà. Donc derrière, qui c'est qu'on a qui pourrait recevoir de la patate chaude? Je vois pas beaucoup d'autres que la Syrie, le Hezbollah, d'accord. Ce qui est vrai, ce qui est possible, c'est que derrière il y ait comment dire, faut que je retrouve ce que je voulais vous montrer. En fait, les Américains, ils ont un souci, c'est que il y a eu des rapports de think tank américains, il y a eu des rapports de militaires eux-mêmes qui disent bien, en fait, les États-Unis ne peuvent pas combattre
deux grands adversaires de type Russie et Chine. Russie et Chine en même temps. C'est soit la Russie, soit la Chine. Ça peut être la Russie plus un adversaire plus faible, de moindre taille, ou la Chine et un adversaire de moindre taille, mais pas ces deux zigotaux ensemble. Et on voit bien avec l'Ukraine que on arrive au bout du bout concernant les stocks, puisqu'on ne sait plus quoi leur donner. Vraiment. Hein. Par exemple, en juillet, on a donné des obus de 155 pour balancer des sous-munitions pour faire une offensive, alors que ces sous-munitions-là, c'est surtout utilisé, pas pour en tous les cas taper sur des gens qui sont dans des tranchées, comme l'étaient et comme le sont encore les Russes. Tu balances ça quand tu as une grande concentration de véhicules et qu'en fait, tu désires taper sur les unités. Parce que tu veux briser soit une concentration de défense, soit une concentration d'attaque. Mais quand ils sont dans des tranchées, ça va pas être efficace. Hein. Les gars, il y a quelques grenades qui vont aller au fond du trou, mais le reste va exploser dans le champ et ça va juste labourer. Donc efficacité, c'est pas adapté. Voilà, tout simplement. Et donc ils avaient que ça en stock en fait. C'est le seul truc qui leur restait, qu'ils pouvaient donner sans aller taper sur leur stock stratégique. Ouf, ça en dit long quand même sur l'état des stocks actuels. Donc là, les Américains sont en train de balancer plein d'avions, de montrer les muscles, alors que ils vont là commencer à taper dans le stock stratégique. Et là, ça va forcément intéresser des gens comme la Chine ou d'autres, qui vont se dire, tiens, il y a une opportunité là, parce que là, moi, il y avait un coup que je voulais leur faire, assez ricain, ça fait longtemps, et je vois que là, ils sont un peu emmerdés, et c'est le moment. Donc la prochaine année qui va arriver, le temps qu'ils refassent leur stock, ça va être tendu. Ça va être vraiment la fenêtre d'opportunité pour beaucoup de monde pour foutre la merde. Changer l'équilibre des choses. Donc ça va être sport. Ces avions, taper sur le Hezbollah. Moi je pense pas. Je pense pas que ça soit adapté. Je vois pas les Américains faire ce que font les Israéliens sur le Hezbollah. Je vois très bien le Hezbollah arriver, commencer à se réveiller une fois que les Israéliens sont bien avancés dans la bande de Gaza. Parce que là, s'ils arrivent à entrer en guerre à ce moment-là, ils vont, même s'il y a beaucoup de réservistes qui ont été mobilisés, ça va leur obliger d'enlever la moitié des forces qu'ils ont mis autour de la bande de Gaza. On est d'accord, hein? Et ils vont devoir les balancer au nord. Donc tous leurs plans d'attaque vont forcément être perturbés, et si ça se trouve, ils peuvent être amenés même à reculer, donc avoir des pertes pour avancer, rentrer dans Gaza, avoir des pertes, et puis finalement, parce qu'il y a un autre zigoto qui arrive au nord, reculer. Tu vois un peu le délire en Israël. Ils vont être fous. Hein. Et puis la perte de crédibilité mondiale, mais c'est quoi, c'est rigolo, pas foutu de prévoir ça. Moi j'ai pas fait Sciences Po, et je le vois gros comme une maison. Donc, et je le voyais le lendemain du massacre, hein, que c'était gros comme une maison. Quand j'ai vu la réaction des Israéliens, ce qu'ils voulaient faire, là où ils disaient qu'ils voulaient aller choper le Hamas partout, et là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de raser Gaza. Hein, dans tous les cas, une partie. Hein. Là, ils sont bien partis pour. Ils sont bien partis pour qui pour? Ouf, le jeu de mots. Je suis nul. Hein. Et donc, en fait, ils peuvent être amenés à taper soit sur la Syrie, surtout sur les bases militaires, navales et aériennes. Les Israéliens l'ont déjà fait. Et ça peut être très embêtant pour les Syriens, le gouvernement syrien. C'est-à-dire que les Américains peuvent être là peut-être pour essayer de renverser, encore une fois, essayer de renverser le gouvernement syrien en leur tapant dessus encore une fois.
et en les affaiblissant très fortement. Ça peut être une possibilité, parce qu'ils iront pas beaucoup au sol, ils n'ont pas les forces nécessaires, et puis surtout, moi je pense que ce qu'on voit là, c'est un mouvement pour affaiblir la Russie. C'est-à-dire qu'au début, c'est possible que la Russie, l'Iran, se sont dit, il y a un coup à faire en Israël. Un deuxième front, quelque chose d'emmerdant, ça ferait le plus grand bien à la Russie. Et donc, c'est pas forcément que les Russes sont les instigateurs de ce mouvement, mais ils ont pu peut-être le faciliter. Et donc oui, c'est un petit peu chaud quand même. C'est un petit peu chaud. Parce que quand même, l'Ukraine va être en difficulté cet hiver. Hein. Elle va bien être en difficulté. Les Russes, ils construisent plus de tanks maintenant qu'ils n'en perdent. On leur a foutu sur la gueule plein de sanctions. On est allé au bout du bout de ce qu'on peut faire au point de vue sanctions. Et ils ont réussi à tenir. Et maintenant, ils arrivent même à produire plus. Donc, les Chinois vont pas les laisser tomber. Parce qu'ils veulent pas que la Russie perde, ils veulent pas que la Russie soit trop forte non plus, ça les arrange. Parce que ils peuvent avoir des vues sur les puits de pétrole en Sibérie, les puits de pétrole russes. Donc une Russie pas trop forte, ça les arrange grandement. Mais ils veulent en aucun cas que la Russie tombe. Aucun cas. Non, vraiment pas. Donc si la Russie commence à vaciller, ben, ils vont faire comme les Ricains avec l'Europe sur la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, ils se sont fait désirer. 3 années de suite, Churchill espérait qu'ils arrivent, et finalement à chaque fois ils ont reporté d'une année. Ben, ils attendaient simplement que tout le monde s'affaiblisse, et ils sont arrivés, c'était tranquille. Enfin, c'était tranquille, disons que après il n'y avait plus de contestation possible. Et voilà quoi. Et là, pour les Russes, c'est la même chose, et ils en sont conscients. Hein. Et nous, de l'autre côté, faut se poser des questions. Ok, le but affiché, c'est quoi? C'est affaiblir la Russie, détruire des tanks. Ouais, d'accord, mais pourquoi faire derrière, hein? Parce que les tanks, ils vont être construits, ils vont les remettre encore, ils vont en amener d'autres. Donc on va faire ça pendant... C'est quoi l'idée? C'est faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà, faut toujours essayer de penser qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière. Parce que affaiblir ad vitam aeternam le potentiel militaire russe, ça nous coûte un bras. Hein. Des milliards et des milliards et des milliards. Alors, pour faire la guerre, on veut bien dépenser 50 ou 100 milliards. Par contre, pour nos propres populations, ou la faim dans le monde, non. Ça vous paraît crédible, ça? Donc derrière, quand tu dépenses 100 milliards, c'est une somme. C'est que derrière, tu attends un retour d'investissement. Hein. Tu ne dépenses pas juste l'argent parce que les Ukrainiens, finalement, ils sont très sympas et qu'on n'a pas pensé à leur bonheur avant. Quoi. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Non, malheureusement. Voilà. Donc, mon conseil, écoutez, faut garder de l'humour, faut prendre de la distance, de toute manière, même si tout le monde va se péter sur la gueule. Ça ne se terminera pas par une grande guerre nucléaire, puisque tout le monde sera perdant à partir de ce moment-là. Au pire du pire, tu peux avoir une colline qui dégage par une petite bombe nucléaire tactique éventuellement, tu vois. Mais bon, ça s'arrêtera là, hein. Ça sera juste pour dire vous m'emmerdez tous, arrêtez, me faites pas chier. Voilà. Donc il faut rester quand même relativement zen, mais bon, on peut faire un stock de pâtes, hein, ça fait pas de mal, hein, et puis se faire aussi peut-être un passeport. Hein. Vous avez votre passeport? Moi je l'ai fait depuis un moment, et je conseille à tous mes amis de faire un passeport, voilà, parce que ça permet de voyager, hein, et puis dans le pire des cas, s'il faut vite partir, vous avez ce qu'il faut. Voilà. Bon écoutez, c'était
C'était la vidéo concernant les forces navales en présence en mer Méditerranée. Je vous souhaite une bonne continuation. Allez voir mon t-shirt hein, sur la Pologne, hein, c'est intéressant pour comparer. Et ciao, hasta la vista.